Спасибо, господин председатель. Merci, Дамы Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs. C'est assez ironique, mais il y a exactement 35 ans, Malte accueillait le célèbre sommet qui, selon les historiens, a marqué la fin de la guerre froide et ouvert une ère de paix durable et de coopération entre l'Est et l'Ouest. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés non seulement à la menace de guerre en Europe, dans une région qui a vu naître l'une des plus grandes civilisations, mais également à des conflits dévastateurs qui jalonnent l'histoire de l'humanité. En 1975, à Helsinki, l'idée de sécurité indivisible est devenue centrale pour surmonter les confrontations. La sécurité de chacun était perçue comme étant liée à la sécurité de tous. Aucun État ne devait renforcer sa sécurité au détriment d'un autre, et aucune organisation ou nation ne devait aspirer à dominer l'Europe. Ces principes établissaient une vision inclusive de la sécurité, englobant les dimensions politico-militaires, économiques et humanitaires. De plus, tous les participants se sont solennellement engagés à respecter le consensus, pierre angulaire de l'OSCE. Mais entre cette conférence sur la sécurité et aujourd'hui, une distance colossale s'est creusée, une véritable faille. La mise en œuvre des principes fondamentaux pour lesquels ce forum a été créé et que nous avons juré de respecter, quelles que soient nos affiliations à d'autres structures internationales, a d'abord été interrompue, puis inversée. Tout cela au profit d'un ordre fondé sur des règles idéologiques, politiques, militaires, économiques et dites valeurs. La réalité a démontré que, pour l'OTAN et l'Union européenne, les principes d'Helsinki ne sont qu'un bout de papier. Ils les considèrent comme un fardeau à appliquer à eux-mêmes, tout en forçant les autres à les respecter de manière sélective, uniquement lorsque cela sert les intérêts de l'Occident. La Russie est systématiquement désignée comme une menace, et une politique russophobe est employée comme excuse pour les violations flagrantes du droit international. La détermination de l'Occident à imposer sa domination néocoloniale coûte que coûte s'est manifestée dans l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999, qui a conduit à la désintégration de ce pays en plein cœur de l'Europe, et se poursuit aujourd'hui avec le conflit ukrainien, orchestré pour affaiblir la Russie et lui infliger une défaite stratégique sur le champ de bataille. Autrefois, l'esprit d'Helsinki servait de baromètre pour une détente des tensions. Il s'appuyait sur des instruments solides de contrôle des armements, développés dès la fin des années 1980, afin de renforcer la confiance mutuelle et d'assurer une plus grande sécurité avec des moyens réduits. Ces efforts visaient à cesser de gaspiller d'immenses ressources dans des confrontations militaires inutiles et autodestructrices, tout en unissant les forces pour faire face aux menaces transfrontalières. Ces principes ont été codifiés dans des accords fondamentaux, tels que le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, le traité ciel ouvert, la création d'un forum de coopération en matière de sécurité, ainsi que dans de nombreux autres documents fondamentaux de l'OSCE. Cependant, les États-Unis et leurs alliés ont relégué tout cela aux oubliettes, comme ils l'ont fait avec les traités sur la défense antimissiles et sur les missiles de portée intermédiaire et courte. Pourquoi ? Pour satisfaire leur volonté de redonner à l'OTAN une place centrale sur la scène politique. Après le désastre en Afghanistan, il leur fallait un nouvel ennemi commun. Cette stratégie a conduit à une résurgence de la guerre froide, cette fois avec un risque beaucoup plus élevé de dégénérer en conflit ouvert. Des frontières hérissées de barbelés, des fossés anti-chars, une course pour accueillir sur son sol des troupes étrangères, de préférence américaines, voilà l'idéal de sécurité des pays qui se sont autoproclamés « État de première ligne » contre la menace russe. Un sort tout aussi peu enviable a frappé la dimension économique et environnementale de l'OSCE, qui était censée harmoniser les intérêts de tous les États participants. Cependant, l'Occident, méprisant les principes de l'OSCE, a emprunté la voie de la répression de ses concurrents par des méthodes de coercition économique et sociale, notamment par des sanctions illégitimes contre la Russie, la Biélorussie, ainsi que toute autre nation osant défendre ses intérêts nationaux légitimes. La situation est encore pire dans le domaine des droits fondamentaux, devenue une plateforme pour imposer des valeurs pseudo-libérales sans aucun consensus. Les questions cruciales promotion de la tolérance, dialogue interculturel, accès à l'information, lutte contre les manifestations de néonazisme, d'islamophobie, de christianophobie et protection des droits des minorités nationales et religieuses ont été écartées de l'agenda de l'organisation. Pendant ce temps, les pays occidentaux, leur présidence, le secrétaire général et toutes les institutions de l'OSCE, toujours prompts à exprimer leur inquiétude sur les droits de l'homme, restent silencieux face aux actions du régime nazi de Kiev. Depuis 2017, ce régime a adopté une série de lois éradiquant la langue russe dans toutes les sphères l'éducation, médias, culture, art et a récemment interdit l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Cela malgré l'article 1 de la Charte des Nations Unies qui exige le respect des droits linguistiques et religieux de chaque individu. Pourtant,
les dirigeants de l'Union européenne continuent de répéter que le régime de Zelensky défend les valeurs européennes. En Russie, nous appelons cela un aveu implicite que le racisme est désormais considéré comme une valeur européenne. On pourrait penser qu'en ces temps de profonde transformation et de réalignement des forces mondiales, l'OSCE pourrait jouer un rôle central dans la convergence des intérêts de tous les membres de l'espace européen. Mais il est clair que dans cette salle, personne n'envisage sérieusement d'utiliser l'OSCE à cette fin. Pour les membres de l'OTAN et de l'Union européenne, leurs propres actions ont relégué l'OSCE à la périphérie des processus politiques. Quant à nous et aux autres, cette version actuelle de l'OSCE est devenue inutile. Dans la réalité, il n'y a plus d'espace pour la coopération ni pour la sécurité dans le cadre de l'OSCE. Il ne reste aucune sphère où l'OSCE pourrait jouer un rôle même minime dans la recherche de réponses aux questions fondamentales relevant de son champ de compétences. Par exemple, l'enquête sur l'attaque contre les gazoducs Nord Stream ne relève-t-elle pas des attributions des premiers et deuxièmes volets de l'OSCE? La suppression des droits des minorités nationales et l'interdiction des médias russophones en Ukraine ne préoccupent-elles pas cette organisation autrefois respectée? Ou peut-être la direction de l'OSCE demandera-t-elle au régime de Kiev de publier les noms des personnes dont les corps ont été soigneusement disposés dans les rues de Boutcha en avril 2022 et exhibés au monde par des journalistes de la BBC arrivés très opportunément sur place? Nous avons formulé cette demande à maintes reprises, à la fois auprès des journalistes accrédités et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais il détourne les yeux avec gêne. Alors peut-être que l'OSCE pourrait-elle aider à découvrir la vérité? Après tout, cette organisation a établi depuis longtemps des relations spéciales, bien que peu légitimes, avec le régime de Kiev, notamment lorsque ses missions de surveillance couvraient ces crimes. L'Occident, par des manœuvres diverses, a privatisé le secrétariat de l'OSCE, tout comme les structures exécutives des Nations Unies et de nombreuses autres organisations multilatérales. Il n'a jamais respecté le principe de consensus, qu'il a commencé à saper il y a des décennies. Cela a d'abord été fait sous prétexte d'une autonomie non approuvée de l'Office pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme, ODIHR, puis en abusant des mécanismes de Vienne et de Moscou, conçus à une époque révolue d'illusions et de fausses promesses. Un exemple récent en est l'indigne mépris des règles de procédure universellement convenues, comme l'a démontré la présidence danoise lors du Forum pour la coopération en matière de sécurité. Mais l'on observe également une atteinte aux fonctions du président en exercice de l'OSCE, avec l'annulation de dernière minute du visa d'un représentant officiel du ministère des Affaires étrangères de Russie pour participer à la session d'aujourd'hui. Un autre coup porté au principe de consensus concerne le refus d'adopter des règles de financement pour des projets hors budget. Les pays occidentaux, sans aucune consultation, allouent des fonds à des initiatives conflictuelles qui leur sont favorables, et le secrétariat obéissant les labellise comme des projets de l'OSCE. Je tiens à avertir avec toute la gravité nécessaire, l'OSCE ne peut exister que tant que le consensus existe, que chaque État voit ses intérêts pris en compte. Actuellement, ni consensus ni garantie ne subsistent. L'OSCE est devenue victime de la stratégie visant à subordonner l'Europe aux États-Unis à travers les concepts euro-atlantiques de sécurité. Une seule OTAN et une seule Europe ne suffisent pas à Washington. Les États-Unis ont totalement dominé l'Union européenne et le secrétariat de l'OSCE, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. L'administration Biden déplace désormais l'infrastructure de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique, créant des blocs militaires, y compris avec des composantes nucléaires. Les exercices militaires impliquant l'OTAN se multiplient dans la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan et autour de la péninsule coréenne. Tout cela représente une tentative manifeste de déstabiliser le continent eurasiatique. Nous ne devons pas permettre qu'en Asie-Pacifique se répète la tragédie vécue par de nombreux pays dans d'autres régions, de l'Afghanistan à Haïti, où l'oncle Sam est venu, a semé le chaos, et s'en est allé, laissant les autres réparer les dégâts. Nous sommes convaincus que le principe selon lequel les problèmes régionaux doivent être résolus par des solutions régionales est incontournable pour l'Eurasie. Les pays du continent doivent eux-mêmes déterminer leur destin. Le cours objectif et implacable de l'histoire oblige les responsables politiques à penser à l'avenir de leur peuple. Au-delà des considérations idéologiques, si chères aux néolibéraux, il convient de prendre en compte les intérêts quotidiens des citoyens. Par exemple, le coût de l'énergie en Europe est 3 à 4 fois supérieur à celui des États-Unis. L'axe euro-atlantique perd son statut de moteur du développement mondial. Les États-Unis ont utilisé l'Europe et se tournent maintenant vers l'Asie-Pacifique, cherchant à maximiser leur rente néocoloniale dans cette région. Aujourd'hui, les principes d'égalité souveraine des États et de dialogue respectueux, détruits au sein de l'OSCE, se réalisent dans des projets de coopération mutuellement avantageuses dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la CEI, de l'Union économique eurasienne, de l'Organisation du traité de sécurité collective, de l'État-union entre la Russie et la Biélorussie,
et d'autres structures eurasiatiques. Ces organisations ne ressemblent en rien à l'OSCE. Elles n'ont ni maître ni élève, ni pratiques néocoloniales, ni injonctions idéologiques du type « avec nous ou contre nous ». Elles privilégient le respect mutuel et la recherche d'un équilibre juste des intérêts. L'intérêt croissant pour ces regroupements égalitaires s'est manifesté lors du sommet des BRIC à Kazan et de la récente deuxième conférence internationale sur la sécurité eurasienne tenue à Minsk. À l'issue de cette conférence, la Russie et la Biélorussie ont proposé une initiative visant à élaborer une charte eurasienne pour la diversité et la multipolarité au XXIe siècle. Nous accueillons favorablement la participation de tous les États eurasiens attachés au principe d'indivisibilité de la sécurité qui se sont révélés inaccessibles dans les configurations euro-atlantiques défaillantes. Je suis convaincu que l'avenir réside dans une architecture eurasienne commune, ouverte à tous les pays du continent, incarnant un nouvel ordre mondial polycentrique. Il est regrettable que la direction de l'OSCE, manipulée par certains, choisisse délibérément de tenir cette organisation à l'écart de tout travail constructif et du cours objectif de l'histoire. Cependant, chaque pays d'Eurasie conserve son choix national souverain. Je vous remercie.